Le 14 juillet 2019, dans un appartement de la petite ville de Irving, au Texas, la police fait la découverte du corps inanimé d'une femme, enveloppée dans un drap blanc, recouvert de plumes peintes en rouge. Après vérification, l'identité de la victime est celle de l'auteur Charlie Jacob, âgé de 67 ans. Né en 1952 à Wichita Falls au Texas, Charlie Jacob mène une dure adolescence. Qualifiée de bizarre, d'excentrique, elle est rejetée de ses camarades et se réfugie dans l'écriture d'histoires macabres. Elle aime jouer avec les mots, la poésie, et elle se développe un style bien à elle. Une fois ses études terminées, Jacob cumule plusieurs emplois, dont réceptionniste dans un grand hôtel, assistante designer de vêtements et aide archéologue. C'est lors de cet emploi qu'elle fait la connaissance d'un certain Tom Harker, qui changera le cours de son existence. Lors d'une fouille à Kandahar en 1978, Harker avait trouvé un talisman représentant Iblis, un esprit maléfique dans la tradition islamique. Fasciné par la mythologie arabe, Jacob demande à Harker de voir l'artefact, et celui-ci lui apporte un petit sac de velours bleu, dans lequel repose l'objet. À l'instant où l'écrivaine prend le sac des mains d'Harker, celui-ci s'écroule devant elle, et meurt. À la suite de cet événement, Jacobs quitte l'archéologie, et commence l'écriture d'un recueil de poèmes qu'elle publie en 1981. Sa carrière d'écrivaine s'accélère à partir de 1991, où elle publie des nouvelles de fiction, dans divers recueils de science-fiction et d'épouvante. Elle écrira 55 histoires pour des collectifs, avant de publier, en 1997, son premier roman, intitulé « This Symbiotic Fascination », qui, étrangement, rappelle ce qui lui est arrivé avec Tom Harker en 1980. Le personnage féminin, Thorn Delaney, reçoit de son collègue et ami, Arkan Tyler, un cadeau qui deviendra malédiction pour elle. Ce roman sera nominé en 1997 pour le prix de la Guilde internationale de l'horreur et pour le Bram Stoker Award. Elle devient extrêmement prolifique et publie énormément de romans qui sont de plus en plus noirs et extrêmes, dont Dread in the Beast en 2005, Season of the Witch en 2016 et Containment, The Death of Earth en 2017. Suite à la parution de ce dernier roman, elle se retire mystérieusement de la vie publique. Lors de l'étrange découverte de son corps en juillet 2019, plusieurs de ses lecteurs ont émis des hypothèses. L'un de ses fans, Kai Spengler, a relevé que la mise en scène de la mort de Jacobs était en tout point exacte avec le récit d'une de ses dernières nouvelles, tirée du recueil « A Journey of Decadence and Debauchery », publié en 2016. Le drap. Les plumes rouges. Tout était pareil. Mais ce n'était pas tout. Dans un coffre près du lit de l'écrivaine, les autorités y ont découvert le sac de velours bleu, contenant le talisman d'Harker, une lettre, et 3 enveloppes brunes. Le contenu de la lettre a fuité sur le dark web en 2019. Charlie Jacob y écrivait ceci. Toute cette noirceur. Toute cette douleur. Mes mots sont devenus du sang. J'espère que vous me pardonnerez. J'ai cessé d'écrire pour éviter que mes histoires continuent de prendre vie. Il en reste 3. Détruisez-les. À jamais. À la lecture de ces derniers mots, les fans de Jacob ont commencé à enquêter, et ils ont fait de troublantes découvertes. Tout ce que Charlie Jacob avait écrit dans ses histoires, s'était produit par la suite. Dans le coffre, 3 enveloppes contenaient les dernières histoires de l'écrivaine. Depuis la découverte du cadavre de Jacob, elles étaient disparues. Elles ont été retrouvées l'été dernier chez la demi-sœur de Tom Harker. Voici les dernières histoires de Charlie Jacob, l'auteur maudite. Le soldat ukrainien avançait sur le champ de bataille, se défendant des forces russes avec détermination. Alors qu'il se battait avec courage, une nouvelle arme biologique russe apparut, créant le chaos parmi les soldats ukrainiens. Un virus inconnu se répandit rapidement, transformant les soldats ukrainiens en créatures décharnées, perdant toute humanité. La guerre avait pris un tournant terrifiant. Pris au piège de cette arme biologique, le soldat se battit non seulement contre l'ennemi russe, mais également contre la transformation inévitable qui arrivait. Les rues, avant bruyantes, étaient maintenant remplies de bruits de monstres. Cependant,
Il se défendait, résistant à la transformation qui avait déjà touché plusieurs de ses camarades. Capturé par les ennemis, le soldat fut emmené dans un laboratoire scientifique secret, un endroit obscur où des expériences terrifiantes étaient menées. Les scientifiques russes, en désir de pouvoir, cherchaient à comprendre le potentiel militaire de cette arme biologique, même en mettant des vies humaines en danger. Le soldat fut soumis à des tests cruels, sa volonté et son esprit confrontés aux limites de l'inhumanité. On en fit un mort-vivant. Cependant, quelques jours plus tard, l'armée ukrainienne lança une opération pour sauver la population. Un agent secret réussit à libérer le soldat ennemi. Faible, mais déterminé, il retrouva la liberté au milieu de la nuit, sortant de l'obscurité du laboratoire. Son retour parmi les siens fut accueilli avec soulagement et détermination. Le soldat fut marqué par les horreurs de la guerre et des expériences. Il portait pour toujours les cicatrices physiques et mentales de son épreuve. Son histoire, un récit de survie, la résilience était devenue le symbole de la lutte acharnée de l'Ukraine contre les forces ennemies. Bien que la guerre ait laissé des séquelles, le soldat ukrainien demeura un super-héros à la vue de tous. Après sa libération, le soldat ukrainien, dont le nom était devenu synonyme de bravoure et de résistance, se retrouva face à un pays dévasté par la guerre. Les villes étaient en ruine, les dégâts du conflit marquaient le paysage, et la population vivait dans la terreur constante des attaques russes. Malgré son état, le soldat s'engagea à continuer le combat, non seulement pour sa propre survie, mais aussi pour la libération de son peuple. Les séquelles physiques et mentales de son passage dans le laboratoire obscur ne faisaient que renforcer sa détermination à mettre fin à sa guerre. Le gouvernement ukrainien, conscient de la menace croissante, mobilisa toutes ses ressources pour contrer les attaques russes. Le soldat, désormais devenu un symbole vivant de la lutte pour la liberté, fut intégré dans une unité spéciale chargée de neutraliser les armes ennemies. Malgré les risques élevés et les défis constants, le soldat restant brave, inspirant ses compagnons d'armes à persévérer. Pour la thématique virus zombie, veuillez accueillir la première équipe composée de Ashwin Bisson, Olivier Giroux, Jérémy Cloutier, Séverine Borch, William Désilet-Vaudrin et, portant le maquillage, Charles Gentle. Salut Charles. OK. C'est qui le porte-parole? C'est-tu toi, Olivier? Good. OK. Donc, comment tu as trouvé ta semaine? Folle. Était vraiment... C'était beaucoup d'efforts. Ça a demandé beaucoup... C'est pas vrai. J'en parle les mots, là. Je sais pas trop quoi dire, mais... On était émotion partout, là. Ouais. OK. Puis, dans le fond, qui a fait quoi dans le costume? Bien, vraiment, tout le monde a partagé vraiment chaque partie, mais c'est-à-dire que pas mal toute l'habit, c'est plutôt Ashwin et Jérémy et William. Puis tout ce qui est les couleurs, c'est moi, Charles et Séverine. Good. Et l'équipe était supervisée par Jordan. Donc, je vais demander à Jordan, your thoughts about the costume? First off, I thought you guys were really cool for incorporating the Ukrainian soldier thing into it with one of your team members being Ukrainian. So that was cool to, incorporate that. And then
I was also really happy that you guys wanted to go with the whole drop jaw look. Like, I think that really stands out for you guys, so good job with that. Good. Another artist, Eric. Yeah. Can you talk about this? Sure. Can I come over here to talk about it? Yes, so you I can look can. at him. Yes, you this can. came together really cool, guys. It actually came together out of nowhere for me because I had my teams to worry about. So I just looked over one day and they had a complete zombie head on their desk with a drop jaw and everything, and I was pretty stunned. It looks great. I really liked the costume. We were standing backstage, and he was standing at the end of the hall and backstage, and I looked at him and I just like tapped Jordan. I was like, that guy looks pretty scary. He looks good, especially with this the camo poncho thing going on. I think it's really, really cool. It gives him a good scary silhouette. Like if you saw that dude in an alleyway, you would definitely run the other way. So yeah, he looks great, guys. Really scary. Good. Il y a fort longtemps, au Moyen Âge, en 1349, la peste noire dévastait toutes les villes d'Europe. À cette époque, Igor, un jeune médecin bec qui habitait dans un petit village d'Auvergne en France, faisait tout en son pouvoir pour trouver le remède contre la peste pour guérir son village qui peu à peu comptait les morts par dizaines. Essayant de trouver le remède au virus qui persistait dans le village, il essaya plusieurs types de plantes et de substances ayant comme réputation des effets magiques. Mais il ne connaissait pas le prix à payer pour ces expériences. Après plusieurs mois de travail acharné, il y était presque. Mais cependant, nul n'échappe à la peste noire et Igor fut victime du virus. Le jeune médecin, pris de désespoir, décida d'essayer son remède qui n'était pas encore à point. Tout à coup, il sentit une vague de chaleur lui parcourir tout le corps. Son visage changeait, sa peau était en train de littéralement fondre. Les bubons qui étaient présents sur tout son corps restèrent cependant en place. Le remède ne fonctionna pas. Au lieu de cela, il devenait en quelques secondes un espèce de mort-vivant. Sa conscience se dissipa peu à peu et en seulement quelques minutes, Igor n'était plus de ce monde. Celui-ci était devenu littéralement un mort-vivant. Quand les gens de son village ont découvert qu'il était dans un sale état et qu'il n'était plus l'Igor qu'ils connaissaient, celui-ci était devenu d'une agressivité que personne n'avait jamais vue en lui. Ils ont alors décidé d'abréger ses souffrances. Les villageois lui ont planté une énorme épée dans le cœur pour l'abattre. Ensuite, ils l'ont enterré sous son église. Ce que personne ne savait, c'est que Igor était encore vivant. Plusieurs centaines d'années plus tard, des promoteurs immobiliers ont acheté le terrain sur lequel se trouvait l'ancienne église. Ils voulaient construire des nouveaux condos, mais avant ça, ils devaient détruire l'église qui se trouvait sur le terrain. Lorsque les travaux ont commencé, les excavateurs ont fait la découverte du cercueil de Igor. Aussitôt, ils ont fait venir des archéologues pour ouvrir le cercueil. Lorsqu'ils ont ouvert celui-ci, leur sang se glaça à la vue de la créature qui se tenait devant eux. Un grand homme, au teint pâle, couvert de racines et de terre, s'extirpa du cercueil comme s'il était dans un sommeil depuis des centaines d'années. Les experts sur place étaient stupéfaits. Jamais ils auraient pu s'imaginer le massacre qui en suivit. Je vous présente la deuxième équipe composée de Léonore Nobert, Ludovic Armstrong, Édouard Bertrand, Loïc Brière, Zachary Turmel et portant le maquillage, Jacob Gauthier.
échappé quelque chose. Qui est le porte-parole de l'équipe? C'est toi, Léo? Non? OK. Zach. Ah oui, c'est vrai, Zach. Peux-tu venir à côté? Merci beaucoup. All right. Donc, comment t'as aimé ta semaine? Bah, moi, j'ai trouvé franchement que la semaine était vraiment bien. On a fait un bon travail d'équipe. Au début, on n'est pas parti avec un avantage, c'est-à-dire que toutes les équipes avaient un chest en plastique. Nous, on n'avait rien. On a dû le faire nous-mêmes et je trouve qu'on s'en est quand même bien sorti là pour des élèves qui ne sont pas forcément forts en ça. Ouais, vraiment. Ouais. Et tu peux-tu me résumer qui a fait quoi dans le maquillage? Bah, dans le maquillage, on a été aidé par Alana. Elle a franchement été super toute la semaine. Elle nous a aidés. Elle a été à l'écoute et puis elle a su mettre en œuvre nos idées. Et c'était franchement cool. Merci beaucoup. Oh, cool. Alana, it's your team, so... Oh my goodness, what a wonderful team. I want to say, first of all, whoever your parents are did a wonderful job because you're all such wonderful men to work with. I'm so proud of each of you for like stepping up to the plate and like doing the right thing to bring this to life. I absolutely love every single thing about it and I could not be any more proud of all of you, for real. Wonderful performance. Alors, this time, Jordan, do you want to talk about it? Sure, definitely. I mean, look at this guy. He's just all gory. He's got so many things weaving in and out of him. Like, it's so many interesting things to look at, and it's not overwhelming to look at either is the cool thing. The color palette's great, and, I mean, it just really looks cool with how tall you are and, like, all of the growth. And I think my favorite part is honestly the open stomach with the gag of you pulling things out as you were coming out. So, great job with everything, guys. You guys really killed this character. Very good. Yes, sir. Good. Yes. Je ramasse. Arthur Johnson, c'est le nom qu'on lui a donné à sa naissance au 19e siècle, en Californie. Arthur, c'est le fils d'un couple riche, Thomas et Jessie Johnson. Dû à leur emploi chargé, ils ne pouvaient pas s'occuper du jeune Arthur. Ils lui ont alors engagé un tuteur personnel, Roy Knott. Roy a suivi Arthur durant toute sa jeunesse. En effet, il passait ses journées à lui apprendre les valeurs traditionnelles de la Californie et ses propres façons de réussir dans la vie. Arthur a appris l'autodéfense et le tir au fusil. Roy lui répétait toujours « Tire sur ceux qui te font mal, ne laisse personne te blesser » et bien d'autres conseils du genre. Lors d'un jour de pratique au revolver, un terrible accident est arrivé. Arthur a accidentellement tiré en direction de Roy. Celui-ci ne se releva pas. Désemparé, Arthur laissa le corps de Roy se vider de tout son sang sur le sol boueux et il garda le revolver dans ses poches. C'est ce fusil qu'il garda précieusement toute sa vie. Au moment où Arthur est allé se réfugier dans sa maison, ses parents revenaient du travail. Son père trouva le cadavre de Roy et fut tellement furieux qu'il commença à battre Arthur. Le jeune homme se rappela alors des fameux conseils de son tuteur. Arthur prit le revolver, visa le crâne de son père et... Arthur s'enfuit alors le plus loin possible de sa maison. Durant sa traversée de la Californie, afin de trouver un nouvel endroit où vivre, il se remémora le moment où il avait tiré sur son père. Ce moment où il avait ressenti un certain plaisir. Un plaisir morbide. Finalement, notre cowboy s'arrêta à Goldfield, où il se trouva un petit emploi dans une écurie. Au fil du temps, Arthur se lia d'amitié avec un client récurrent qui possédait une boutique de whisky, Frank Brown. Arthur se plaignait souvent de son salaire à Frank, et il demanda de l'aide. Un jour, Frank se fit dévaliser sa boutique. Afin de se venger, il eut l'idée d'engager notre cher Arthur.
tueur à gages. C'était illégal, mais ça pouvait rapporter gros. Après avoir tué la cible de Frank Brown, il enchaîna plusieurs autres contrats, en utilisant toujours son précieux fusil. Il avait un grand talent, et les contrats ne manquaient pas, jusqu'au jour où la police débarqua à l'écurie. Et oui, Arthur fut pris en otage pour avoir effectué tous ces meurtres. En voulant s'enfuir, un policier lui tira une balle dans le torse. Arthur s'écroula sur le sol boueux, sale et bactérien de la grange. Le mélange de la balle et des bactéries propagea une certaine maladie dans son corps. N'étant pas mort, mais très blessé, le village organisa une pendaison publique. Cependant, le lendemain de la pendaison, le corps avait disparu, même si personne ne l'avait décroché. En effet, Arthur n'était pas mort. La balle de revolver avait commencé à propager un virus partout sur son torse, son cou, jusqu'à son visage. La balle avait empêché son cœur d'arrêter. Il a essayé à maintes reprises de s'enlever la vie, mais c'était impossible. La balle avait continué à propager la maladie, ce qui l'empêchait de mourir. Lorsqu'il a réalisé que la mort n'arriverait jamais à lui, il a décidé d'enlever celle des autres avec le revolver de Roy. Pour garder le compte de chaque victime, il traçait une ligne sur son bras avec un couteau. Et pour se nourrir, il devait manger la chair de ses victimes car c'était la seule nourriture qu'il ne détestait pas. Depuis ce temps, Arthur n'arrive toujours pas à mourir. Il essaya de nombreuses fois de s'enlever la vie, d'enlever la balle de son torse. Cependant, c'était impossible. Sa peau sera toujours pourrie et ses blessures ne se soigneront jamais. Même à ce jour, on raconte qu'un tueur à gages du Far West se promène toujours en Californie et terrorise tous les villages avec son corps zombifié. The cattle are prowling, the coyotes are howling, way out where the dog is born. Accueillez l'équipe composée de Victor Saint-Martin, Guillaume Burel, Adam Fleury, Antoine Lefebvre, Georges Lucola et, portant le maquillage, Jérémy Belland. Yeehaw! OK, good. Qui est le porte-parole? Vic? All right. Je sens comme au Festival Western. OK, Vic, peux-tu me résumer un peu comment a été votre semaine? C'était vraiment une semaine incroyable, là, honnêtement. Là, depuis le début de l'année, on travaille sur notre concept de notre personnage. Fait que de pouvoir le voir vraiment en vrai aujourd'hui, là, c'est vraiment incroyable. Puis c'est vraiment, vraiment le fun. Puis qui a fait quoi dans le personnage? Notre personnage, là, c'est vraiment un gros travail d'équipe. Là, on a tous travaillé sur un peu de tout, mais le visage a été surtout fait par Jay et Adam. Le torse a été surtout fait par moi, Antoine. Guillaume m'a rajouté des petits détails. Georges aussi, que c'est la première fois qu'il faisait de la sculpture, a fait des incroyables plaies vraiment partout sur le corps. Là, c'est vraiment super cool. Puis le reste, costume, peinture, tout ça, ça a été vraiment fait par toute l'équipe. Là. Un gros travail d'équipe. Ça paraît vraiment. Eric était le coach de cette équipe. Eric, do you want to talk about? Oh, yeah, I want to talk about it. So I just want to say real quick, how about them Cowboys? Yeah! Oh, my God. Dang. Holy moly. No one knows how happy I am about this. As you may know, I am from Texas, and everyone's very tired of hearing it, but I work on Fear the Walking Dead, or I used to before it got canceled. But this is a character after my own heart. But for real, like, it's so cool. It's like a cowboy, it's a zombie, of course, like, that's a solid concept to begin with, but, like,
You guys did such a good job bringing it to life. It is so cool. And I did not help them on this sculpture. I did some stuff for them. I showed them how to do things. This is them. Like, this is all them. I pushed them to do textures and forms that they weren't yet familiar with. And the zombie himself sculpted the zombie face, so I thought that was pretty cool. But also, he was very open to me pushing him to doing like new techniques and new things. And honestly, the whole team was open to being pushed and trying to do stuff they've never tried before, painting with an airbrush. They sculpted this really cool chest that I feel like should just be like shown off a little bit more. It's so, so cool. The blood gag and everything. It's just like, yeah, I'm sorry. I'm just going to go on all night about it. Let's just clap before. And good job. I'm really proud of you guys. Je vais inviter peut-être Alana. Can you spare what you think about this? I love this. What's not to? I love the character. I think you guys worked spectacular as a team, and I did not even bother you once to tell you because I was just in awe at how well you worked together and concentrated. And honestly, like, let's just acknowledge that film that they made. I mean, yeah. Incredible, incredible. Yeah, this is just the definition of hard work paying off, for sure. You guys did a beautiful job. I'm really jealous. You did Yeah. so good. Yes. So good. They're so cute. They're so cute. I love them. Lors de la Première Guerre mondiale, le jeune Maurice Couture s'enrôle avec ses amis d'enfance dans l'armée. Maurice et ses amis ont survécu, mais malheureusement, tous reviennent de la guerre avec des séquelles. Mais pour Maurice, ces traumatismes l'ont mené à l'alcoolisme. Quelques années plus tard, lors de la Deuxième Guerre mondiale, Maurice et ses amis doivent de nouveau participer à la guerre. Des bombes sont lancées, des coups de feu arrivent dans tous les sens. Maurice est touché à l'épaule et au ventre. Il est en train de mourir. Il se réfugie dans une petite église en ruine. Il s'accroche à une croix pour se soutenir, priant pouvoir survivre. Son cœur s'arrête, il meurt. Le corps lourd de Maurice glissa jusqu'au sol, ce qui fit retourner la croix sur laquelle il était accroché, et un démon fut libéré. Il prit possession du corps de Maurice et fit un pacte avec lui. S'il mettait de côté sa dépendance à l'alcool, il lui donnerait vie une deuxième fois. Le pacte fut scellé. Maurice reprit vie. Heureux d'avoir la chance de vivre, il sortit de l'église pour rejoindre ses compagnons d'armes. Il les vit au loin. Il se dirigea vers eux. Une explosion se fit entendre. Il leva les yeux, regarda au loin et vit que ses amis venaient de marcher sur une mine. L'explosion fut fatale. Ses amis sont morts sous ses yeux. Il était le seul survivant, pris avec ses démons. La guerre avait pris fin. Beaucoup de choses se sont produites après le décès de ses amis. Maurice est considéré comme un héros de guerre. Il assistait aux funérailles de ses compagnons d'armes. Plusieurs photos sont prises. Des flashs partout, des gens dans tous les coins de la salle, trop de tout dans une si petite salle. Maurice revoit ses amis au moment de leur mort. Il panique. Il voulait s'échapper de cet enfer, comme il avait l'habitude de le faire avant. Il sortit de la pièce en passant par le bar et commanda une bouteille de rhum. Il en but la moitié en une gorgée. En quelques secondes, une douleur extrême s'empara de lui. Maurice avait compris. Il venait de briser son pacte et le démon voulait sortir. Marchant d'un pas lourd et lent, il se dirigea vers la salle où tout le monde assistait aux funérailles. Son ventre lui faisait terriblement mal et sa gorge se déchirait peu à peu. Il était plié de douleur. Maintenant accroupi au sol, Maurice se leva quand il arriva dans la salle. Then she spread her wings to fly.
thématique possession démoniaque, voici la première équipe composée de Abigail Rochefort, Jordan Tousignan, Adam Lessort, Jérôme Garand, Anthony Allard, Lucas Villemur et portant le maquillage Thomas Fournier. Donc, c'est toi la porte-parole, Abby? OK, good. Comment vous avez trouvé votre semaine? C'était vraiment le fun. On a beaucoup appris. On s'est beaucoup entraidé. Le fait qu'il n'y a pas eu de chicane aussi, ça l'a aidé. Là. Incroyable. Ouais, c'était vraiment le fun de découvrir comment, tu sais, l'arrière-scène de tout ça, parce qu'on a beaucoup vu d'émissions, mais on ne voyait pas vraiment, on ne savait pas comment y arriver à faire ça. Bien là, on sait. Puis ça prend beaucoup de pratique et beaucoup de temps. Puis on y est arrivé. Puis, dans le fond, qui a fait quoi dans le maquillage? Ben en fait, il y a moi, Adam, Lucas, Thomas. Puis Anthony, on a vraiment travaillé après les prothèses. Jordan aussi, elle a travaillé un petit peu après ça. Elle nous a beaucoup aidé avec les moules. Puis la paint job. J'ai fait la paint job avec Anthony aussi, puis Jordan. C'est cool, ça. Yes. On va souligner le fait qu'aussi cette semaine, vous avez traversé quelque chose de difficile. Vous aviez un membre en moins. Jérôme a été malade toute la semaine. C'est vrai, Jérôme. Jérôme, il n'a pas fait grand-chose à part faire de la fièvre. Insert laugh here. Ah ben ça, c'est le cadre de la veillée. Ah ben c'est ça, c'est excellent. Très bon. Désolé, Jérôme. Oh my gosh. OK. Ça, c'était une équipe qui était, dans le fond, votre coach était? Jordan. Jordan, want to talk about it? Yeah, of course. First off, I just want to start off by thanking you guys for all the patience that you guys had with this. I'm super proud of you guys for what you accomplished. This is not an easy design to pull off. As a matter of fact, I haven't really seen a design like this where you actually have to cover the mouth, not only the mouth, but the mouth and the nose. So that was hard to pull off, and it really turned out cool. It just looks like the hand is reaching out of his mouth and gripping his face from the guy that's inside of his chest here. So I thought that was a pretty unique way to go about doing your exorcism makeup. I really haven't seen anything like it. So good job, guys. You really killed it. Yeah, good. Very good. Je demandais à Prue. Prue? Yeah. Can you talk about it? First of all, I just want to say what an actual trooper you are for wearing this on your face for as long as you have been already. You know, to be honest, when they came to us with this idea of the mouth coming out of the hand, we were kind of skeptical about it because obviously this is, you know, hard to deal with on your face as an actor. But they were just so persistent on the idea, and we were like, you know what, why shut them down? And they just knocked it out of the park. I mean, even sculpting the hand, they did this work, and it looks so beautiful, you guys. You really did amazing. Good. Very good. Avril 1689. Suite aux démissions incessantes des pasteurs qui ne demeuraient pas plus que quelques mois en poste, un nouveau pasteur rentra en fonction. Déterminé à trouver la cause derrière tous les malheurs de Salem Village, Samuel Parris encouragea les villageois à dénoncer les présumées sorcières. Exode 22-18. Tu ne laisseras point vivre la sorcière. Née en mars 1669, Betty, 19 ans, jeune femme dotée d'un désir profond d'aider son prochain, exerça la profession de sage-femme. Un jour, elle assista à l'accouchement d'une femme de son village. Dès le moment qu'elle sortit le nourrisson du ventre de sa mère, Betty perçut une étrange chaleur provenant de celui-ci. Le nouveau-né était fiévreux. Sous un léger instant de panique, la sage-femme concocta un antidote à base de saule blanc. Après une gorgée, elle sentit le cœur du poupon cesser de battre. Après avoir quitté la demeure de la femme, Betty songea avec remords à l'événement qui venait tout juste de se produire dont elle s'accusait d'être la cause. Peut-être existait-il un moyen de sauver le mort-né? Betty avait entendu parler des méthodes proscrites utilisées par certaines sages-femmes en secret. Les moyens justifiaient-ils la fin? La jeune femme réfléchit longuement avant de prendre la décision d'aller s'informer de ces pratiques ésotériques.
Sa consoeur Géraldine lui expliqua la démarche à suivre afin de ramener un mort de l'au-delà. Géraldine lui confia le recueil d'incantations, mais celui-ci omit de l'informer du prix qu'elle s'apprêtait à payer. Elle jugea nécessaire de se rendre dans un lieu reclus puisqu'elle savait pertinemment que son village était sous enquête. Arrivée au site, elle tenta ce qu'elle considérait comme étant impardonnable. Le rituel exigea plusieurs étapes laborieuses, telles que le sacrifice de son sang, puis se marquer d'un symbole arachnide au fer rouge. C'est ainsi qu'elle invoqua l'entité démoniaque Xenus. Une ombre abstraite se forma sous ses yeux. Elle l'implora de sauver l'enfant défunt. Suite à quelques paroles mensongères et une promesse fallacieuse, le démon prit possession de son enveloppe astrale. Pendant ce temps, sur le chemin pour aller rapporter au pasteur Paris le décès du poupon, le père entendit une bribe de conversation entre Betty et Géraldine. Il profita de l'occasion pour dénoncer la sorcière. À peine Betty eut-elle le temps de compléter le rituel que les autorités bibliques s'emparèrent d'elle et la jetèrent au cachot, vu les preuves accablantes de son crime. Betty fut inculpée des charges suivantes, hérésie et sorcellerie. Au fil des nuits, son état se détériora. Une douleur inexplicable parcourut l'entièreté de son corps. S'admirant pour une dernière fois décisive, dans le reflet d'une flaque d'eau qui gisait sur le sol de la cellule, elle constata que l'enveloppe physique de Xenus fit acte de présence. L'unique chose qu'on se souvint d'elle fut la terreur qui l'habitait juste avant son jugement dernier, qui se lisait dans ses paroles. « Je vous prie, mon Seigneur, ayez pitié de mon âme. » Matthieu 6, 15. Je vous demande d'accueillir l'équipe composée de Sophia Martin, Audrey Bellemare, Maëlie Jutras, Annabelle Lampron, Marie-Lie Toussaint et, portant le maquillage, Zoé Normandin. Bonjour. C'est-tu sur la porte-parole? Oh, un double. Oh, un doublé. OK. Donc, cette semaine, comment vous avez apprécié votre semaine? Ben, c'était vraiment le fun, honnêtement. On ne s'attendait pas à ça. Là. OK. OK. Oh, tu dis la première partie, puis elle dit la... OK. C'est ça. On était vraiment stressés, mais finalement, on a vraiment aimé le compte-rendu, l'expérience, tout le kit. C'était super le fun puis intéressant. On a appris full d'affaires, puis c'est ça. Excellent. Donc, puis en résumé, c'est qui a fait quoi dans tout ça? OK. Moi et Maëlie, on a fait le visage. Zoé et Sophia ont fait l'épaule. Marie-Lie puis Annabelle, ils ont fait genre toutes les prothèses de jambes puis sur le bras. Puis Zoé et Sophia ont aussi fait l'araignée. Puis la paint job, on a pas mal tout fait ça. Là. La robe aussi. C'était cool, ça. Vraiment bien. Et votre coach, c'était? Alana. Alana, come on down. You're the next contestant on The Price is Right. Oh my goodness. I am so proud of this team. Look at all these smiles. This is all I wanted to see you guys do. Like, please smile, please. This is all I wanted from you guys, is to just be proud of yourself, and I truly could not be any more proud of you. Like, just, if you could just see this up close, there is the most realistic reptilian texture I have ever seen a first-time sculptor ever do in my entire life. I just gave them simple ideas, and you guys just ran with it. I mean, every single inch of this girl has prosthetics on it. Nobody has more prosthetics than you guys do. So you should be extremely proud of yourself. And I hope you learn the lesson to trust the process. Okay? You did great. Thank you. Good. George, you want to talk about it? Sure. Yep. I was very curious about this makeup the entire week because I would just see a piece here,
a piece there, and I was just trying to rack my brain with what you guys were putting together. And after seeing it all together today, my mind is just blown out the side of my head. I think one of my favorite things about this character, do you mind if you move your dress over and show that leg off right there? It's just so decrepit looking, and I think it should be seen. It's just got so much detail underneath of the webbing that's there, different layers, and that's just a really cool part of your character, you know, amongst all the other amazing things that are on it. So you guys did a really good job. You should be proud of it. Thank you. Yeah. Été 2002. Olivia et moi étions fébriles à l'idée de ces 2 semaines au cœur du Maroc. C'était l'une de nos destinations de rêve étant enfant. Ma sœur, passionnée d'alpinisme, prévoyait escalader le Djebel Bou Nasser. Pour ma part, je comptais en apprendre plus sur la culture marocaine et faire la fête. Dès notre arrivée, Olivia était déjà prête à repartir. Une dispute éclata, me laissant seule. Je n'avais aucun intérêt pour ces stupides montagnes. Je me réveillai le lendemain matin dans l'inquiétude, remarquant l'absence de ma sœur. Elle devait être rentrée depuis des heures déjà. Je me rendis donc au poste de police pour signaler sa disparition. Les agents n'en avaient visiblement rien à faire, m'assurant qu'elle reviendrait sous peu. Déboussolée, je flânais sur la place publique, à la recherche d'informations pouvant m'aider. C'est sur la terrasse d'un café que je fis la rencontre d'un homme qui se disait derviche, moine arabe. Il m'invita dans son sanctuaire et commença un récit interminable portant sur une légende du Djebel Bou Nasser. Il y a fort longtemps, dans la ville de Taza, vivait une magnifique jeune femme convoitée de tous les hommes. Son charme lui permit de se hisser parmi l'élite de la bourgeoisie marocaine. Un jour, les hommes en eurent assez d'elle. Par peur de perdre leur pouvoir face à une femme, ils la condamnèrent à vivre une misérable vie sous le sable saharien. Pour retrouver sa puissance, elle devait s'armer du corps de jolie jeune femme qui passait tout près. Ainsi, elle pourrait être libérée de sa malédiction et reprendre le pouvoir qui lui était dû. Il continua en m'expliquant le danger que ma sœur courait et que je devais faire attention. Sans doute un attrape-touriste, me suis-je dit. Je sortis en furie. Personne n'allait me dire quoi faire. À mon retour à l'auberge, et déterminée à retrouver ma sœur, je pris le nécessaire et me dirigeai vers la montagne. Les premiers pas furent les plus difficiles, mais l'adrénaline me poussait à continuer. Le souffle court, je sentais mes poumons se compresser sous l'air chaud. Les gouttes de sueur perlaient sur mon front. Après quelques heures, le soleil commença à tomber et la fatigue me gagna. Heureusement, sous mes yeux se dressait comme un miracle une grotte dissimulée derrière quelques arbustes. Elle semblait si accueillante que j'y entrai. Une pensée me traversa. Et si Olivia avait trouvé refuge ici la nuit passée? Soudain, une voix familière me susurra à l'oreille. Je ne savais pas si c'était simplement mon imagination, mais je décidai tout de même d'y entrer. Immédiatement, un drôle de sentiment m'envahit. Une vague de frissons me parcourut le corps entier. À peine 2 pas plus tard, je me sentis faiblir. Avant même que ma vue se soit rétablie, dû au contraste de lumière, je me fis agripper violemment par le bras. Ma tête heurta le sol, la douleur s'empara de moi, puis le vide. À mon réveil, je sentis une force étrangère en moi. Je me sentais mal. J'avais envie de m'arracher les cheveux, la peau, comme si je n'étais plus la seule à posséder mon corps. Je pensai au derviche. Je compris qu'il avait raison. La femme avait pris possession de moi et était prête à terminer sa quête une bonne fois pour toutes.
accueillons sur scène l'équipe composée de Charlotte Rivard, Anouk Arvizet, Aurélie Vincent, Adèle Gendron, Mégane Noël et portant le maquillage, Léa Réaume. Bonjour. Hello. Porte-parole, Charlotte? Exactement. D'accord. Bon, wow. Qu'est-ce que vous avez... comment a été votre semaine? Ça a été incroyable de A à Z, vraiment épuisant. Par contre, ça, je ne m'attendais pas à ça. Mais pour vrai, il y a eu beaucoup de moments de stress, de doute. Mais quand je regarde Léa aujourd'hui, je me dis ça a payé. C'est ça. Ça a valu la peine, tous ces moments-là. Puis je suis vraiment fière de ce qu'on a fait aujourd'hui. J'espère. Et parlant justement de ce que... Oui? Il y avait comme une manifestation de... Oui? Et parlant justement de ce que vous avez fait, qui a fait quoi? Dans le fond, Léa puis Adèle, ils ont fait la couronne de doigts sur la tête. Ensuite, Mégane puis Aurélie... Non, en fait, Mégane a fait beaucoup la paint job, les veines, tout. Cette fille a un talent incroyable, ça n'a pas d'allure. Puis Aurélie puis Anouk, qui ont fait la pièce sur le chest. Puis moi, j'ai fait la petite poignée de main ici, à peu près. Voilà. Wow. Vraiment cool. Et votre coach était? Eric. Eric, come on down. Hey. Yes. Wow. I am just so proud of this one, girls. I'm proud of you all, and I'm proud of the makeup. Like, it's truly like my heart was pounding when it was coming out because I was so excited to see this on stage. When you told me your concept, I loved it overall, and I know we made some changes to it, and I had some suggestions that they took wholeheartedly, but this team, most of all, they took my ideas and they made them better. And so I just want to applaud them for that. This is such a striking character, but all of these ideas are theirs. Like the crown of fingers, which I honestly did not think was going to work, and you guys really wanted to do it. I know, shocking, right? I thought maybe we could do something else, like just more jewelry or something like that, but I'm so happy to be wrong about that because it looks so cool. I love the third eye. I love that you went with these really subtle cheek pieces. You know, a lot of people like to bury their makeups under prosthetics, and sometimes when you have a model who's just like perfect for a makeup, you don't want to do that. And so we saw their model and we were like, let's just do, these little pieces and not try to like bury her under there. Let's use her face to create the character, like literally. So I don't know. I think it came together beautifully and I'm extremely proud. So great job. Very good. Je vais demander à Prue. Yeah. You want to talk about it? Yeah, so first things first, this is my first time out of the country, and although literally everybody in the school and all the restaurants, like everywhere we have gone, I have felt so welcomed. These girls were so personable with me and just truly made me feel I don't even know. They just gave me so many feelings. I just love them so much. Like, they're just such good people. But yeah, this makeup is so wonderful. And one thing that Eric didn't mention that he was constantly talking about was that these girls did not want our hands-on help. They wanted the criticism, they wanted that harsh criticism from us. They wanted to push themselves to do better, and that's exactly what they did, and they did it themselves 100%. And I'm just so proud of you girls. You really did amazing. Very good. Yeah. Nous sommes à Londres au crépuscule du 19e siècle. Dans le sous-sol d'un bordel, une jeune femme accouche d'un enfant non désiré. L'enfant naît affligé d'une grave maladie, encore inconnue à l'époque. De grosses déformations au visage, une immense bosse sur le dos et beaucoup plus de dents dans la bouche qu'il aurait dû en avoir. Il n'est pas beau à voir. Il est envoyé aux soins d'un couvent de religieuses, des femmes aimantes mais sévères, grâce à qui le jeune Edgar Thorne développe, en grandissant, un profond amour pour la religion. Malheureusement,
Le jour de son 16e anniversaire, un feu éclate dans le couvent, dont Edgar est le seul rescapé. Il est maintenant seul, sans amis ni famille, dans un monde qui ne cesse de le rejeter. Il passe quelques années en solitaire à travailler dans une petite boucherie de quartier. Il devient rapidement reclus, timide et se fait à l'idée qu'il n'aura jamais une vie normale. Jusqu'à ce qu'il fasse la rencontre d'un ange un miraculeux soir d'automne. Une jeune femme blonde, toute vêtue de blanc, se met à lui parler comme s'ils étaient des amis depuis toujours et marche avec lui pour un temps. Guidé par le charme étrange de la demoiselle, Edgar se retrouve à passer par une ruelle sombre et vide qu'il n'utilise habituellement pas. C'est à ce moment, loin des regards, que la jeune femme montre sa vraie nature. Elle se métamorphose alors en une monstrueuse version d'elle-même, à la peau grise et aux dents acérées, puis saute à la gorge du pauvre, mordant à pleines dents dans celle-ci. Edgar, vidé de son sang, perd connaissance. Edgar se réveilla, dans la ruelle, le lendemain matin, avec comme seule preuve de la véracité des événements de la veille une petite cicatrice sur sa jugulaire. Sous le choc, il se mit à courir, ne remarquant même pas les changements que son corps avait subis durant la nuit. Soudainement, arrivé au bord de la Tamise, il s'arrêta net. Il se sentait différent. Il s'approcha du fleuve puis regarda sa réflexion dans celui-ci. Le visage qui le fixait n'était pas le sien, ou plutôt une version extrêmement différente du sien. Un beau visage, blanc comme un drap, mais sans la moindre déformation, une quantité plus traditionnelle de dents dans la bouche. Elle l'avait transformé en la chose qu'il avait toujours voulu être, la meilleure version de lui-même. Puis, subitement, l'adrénaline monta en lui et son visage dans le fleuve changea. Il devint laid, plus laid qu'il ne l'avait jamais été. Gris, effrayant. Ses dents manquantes repoussèrent, se transformèrent toutes en canines affûtées comme des couteaux. C'étaient ses traits d'auparavant, accentués à l'extrême. Horrifié par sa nouvelle forme, il alla se cacher dans une ruelle loin des regards. Dans cette ruelle, il tomba nez à nez avec un homme armé d'un pistolet menaçant une jeune femme. Un homme gisait, sans vie, à côté de celle-ci. Une colère comme il n'en avait jamais ressenti montant en lui. Il s'élança vers l'assaillant et, pris d'une folie incontrôlable, ne fit qu'une bouchée de sa tête. Horrifié par ce qu'il venait de faire, il partit se cacher dans son appartement. Ce n'est qu'en lisant la Gazette londonienne le lendemain, de retour à sa forme humaine, qu'il se rendit compte de la beauté de son nouveau nom. On parlait de lui sur la première page, la mystérieuse créature qui avait sauvé la jeune fille. Pour la première fois de sa vie, les gens l'aimaient. C'est à ce moment qu'il comprit ce qu'il avait à faire. Il était un émissaire de Dieu, envoyé sur Terre pour en faire un monde meilleur. Il avait faim. Il savait très bien qu'une seule chose pouvait rassasier cette faim. Il devait tuer. Mais il se promit qu'il ne ferait jamais de mal à un être qui ne l'avait pas mérité. Il vécut pendant 1 siècle une vie épanouie. Les jours, il les passait sous sa belle apparence. Il rencontra une femme, eut des enfants et se fit des amis. Alors que les nuits, il les passait dans sa forme hideuse, mais ô combien plus puissante, à sauver d'innombrables vies. Un jour, la jeune femme revint. Celle, toute habillée de blanc, qui l'avait transformée. Elle lui expliqua que sa sentence avait été menée à terme. Il devait maintenant choisir un corps, garder seulement celui-ci pour l'éternité. Ce fut un choix difficile, mais Edgar savait ce qu'il avait à faire. Il dit adieu au jour et embrassa la nuit. Il resta le mystérieux protecteur de Londres pour des années encore. Pour la thématique vampirisme, accueillons sur scène l'équipe composée de Liam Doyon, Jérémy Grenier, Antoine Choquette, William Ayotte, Nathan Laroche, Nicolas Boisvert et, portant le maquillage, Jérôme Caron.
I'm coming. Salut! C'est toi le porte-parole? Oui. OK, good. Donc, comment a été votre semaine? Un petit résumé? Ça a été très bien. On a appris avec les conseils d'Éric. Puis, ça, le problème, c'est qu'on n'avait pas avec le temps si on allait en manquer, mais finalement, correct, on a réussi à donner un résultat assez potable, je pense, puis dans les temps. Vraiment, mais c'est un classique. Tout le monde a tout le temps peur de ne pas arriver, puis en 10 ans, personne n'a jamais présenté quelqu'un de tout nu sur la scène. Ça a toujours bien été. Donc, puis en même temps, qui a fait quoi dans tout ça? Vous avez travaillé en tabarouette, là. Oui, quand même. La face, c'était moi, Will, puis Liam. Mettons au niveau de la sculpture. Le chest, c'était moi, Will, Antoine. Sinon, au niveau des détails, c'était Jérôme, Nico, Nathan, puis Liam. Puis sinon, au niveau de la paint job, on a pas mal tout contribué égal. Vraiment, c'est beaucoup de détails. Il y a un petit médaillon. Écoute, c'est beaucoup de détails, mais votre coach était... Eric. Eric. Yeah! Wow. I'm trying not to fall off the stage. I just really want to admire this on stage because I think this really comes to life on stage, guys. Really good job. I was terrified that this face was going to fall off all night long because it's super duper heavy. Like, this is all silicone. It's a huge piece, but these guys were very ambitious. They wanted a big old head on this vampire, and they got it, and it looks really cool. The teeth look very aggressive and nasty, and I pushed you guys to go with a darker palette, a darker skin tone, a grayer, weird skin tone than you wanted to do originally. Thank you for following that advice because I think it's really cool. It stands out, in my opinion, and I don't know, I think it's very successful. So awesome job. Yeah. Oh, also, real quick, I just want to show if you want to turn the profile, this guy has such a cool profile. They sculpted the back of his head here, and I think they hit it with the hat, but I think it should be shown off just for a second. Like, they did this in one day. They sculpted it in one day, and I was like, no, stop sculpting stuff. You have to start casting pieces, but they really wanted to do it. And again, so happy you guys push for certain things because it looks rad. Awesome job. Yeah. Okay, bye. Alana? Yes. Do you want to talk about this fellow? Yeah, of course. I think you guys did such a fantastic job. I love the paintwork. I think it's genuinely one of the scariest things I have ever seen in my whole goddamn life. And thank you for the nightmares. Thank you. It's so good. Yes, good. Depuis les prémices de l'humanité, le tout premier jour de l'ère humaine, Dimitri Kressel consume le sang des vivants croisant son chemin. Sa nature vampirique fait en sorte qu'il se nourrisse de l'essence vitale humaine depuis des millénaires. Issu des temps préhistoriques, il a vu l'évolution de toutes les espèces et leur déclin. Mais de loin, la chute des peuples humains fut la pire. Ils ont fait une autodestruction de leur propre race en explosant des pays entiers avec des bombes nucléaires. Le fruit de cette atrocité, pas un seul survivant. Presque aucun vampire n'avait réussi un tel record de vieillesse, mais aujourd'hui, il considère son immortalité comme une malédiction. En effet, les guerres nucléaires ne parvinrent pas à le détruire, mais maintenant, des millénaires plus tard, il réalise le terrible sort qui lui est infligé. Perché du haut d'une falaise, Dimitri regardait les funèbres ruines sombres d'une ville entièrement détruite, les forêts environnantes brûlées, les cours d'eau complètement asséchés et les habitations désertiques. Il observait les nuages sombres et chaotiques trônant la ville. Il sauta. Dans cette descente folle, il savait bien que rien ne pouvait venir à bout de lui. La mort elle-même fuyait à sa vue. Il se releva. Après cette énième tentative, toujours vivant. Il ne peut que souffrir. Quel est le sens de la vie quand on est seul sur une terre détruite? Le soleil, un ennemi cruel, était maintenant une vraie menace, acharné à brûler sa peau faible et pâle. Sentant seul à travers le monde entier,
affamé et souffrant, il était à la recherche de nourriture introuvable et de rares ombrages. Presque incapable d'effectuer de déplacements dû à sa condition presque mortuaire, il ne pouvait qu'attendre, impuissant. Condamné à errer dans le désert infini qui était devenu la Terre, il repensait à la planète, autrefois verdoyante, resplendissante, pleine de vie. Il perdait peu à peu ses souvenirs du temps où il était un comte puissant sur une planète peuplée. Mais agonisant, Dimitri regarda l'horizon maudit qu'il condamnerait à y refléter cette vision de solitude éternelle. Ce son de silence le rendait fou jusqu'à la fin des temps. Accueillons sur scène l'équipe composée de Merlin Vigneault, Édouard Plante, Samuel Marquiroy, Louis Renard, Maxime Gilbert et portant le maquillage Étienne Vallière. Oh yes! Porte-parole? Ça va être moi. All right. Votre semaine, comment vous l'avez aimé? Comment vous l'avez vécu? Ça s'est bien passé. On a vraiment aimé ça. Pour vrai, on n'est pas les meilleurs artistes, je dirais. On n'a pas ça dans le sang, mais ça s'est super bien passé. Puis on est vraiment fiers de ce qu'on a fait. OK, je me suppose. Là, on n'est pas les meilleurs artistes. OK. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? OK, merci. Good. Puis qui a fait quoi? Je dirais que c'est beaucoup un travail d'équipe, mais on a passé beaucoup de temps sur le costume. Dans le fond, dans le garage de Maxime, on a été les 6 gars à vraiment travailler dessus, mais Samuel a fait une super belle job là-dessus. On a passé vraiment des heures à faire ça, à faire des trous brûlés, agencer vraiment à ce qu'on voulait. Si tu veux faire un petit 360, ben oui. Pour vrai, c'est complet, tous les étages qu'on a fait. On est vraiment fiers de ça. Sinon... This one actually looks like a face-off. You know what I mean? Sinon, Étienne a fait la prothèse des pieds. Les ongles, ça a beaucoup été Louis. Les gants encore, Samuel. Toute la cagoule, on l'a beaucoup travaillé en équipe. Mais Louis a beaucoup fait les oreilles. La cage thoracique, ça a été plus Maxime, Édouard, Étienne aussi. Le visage est plus travaillé dessus. Sinon, ouais, c'est à peu près ça. Gros travail d'équipe. Tu sais, quand j'entends des choses comme ça, que les gars se sont réunis un samedi soir, excusez, c'est l'émotion, un samedi soir pour travailler sur des choses face-off, mon Dieu, que c'est le fun. C'est le fun, ça me fait du bien d'entendre ça. C'est vraiment cool. Ça veut dire que c'est signifiant un peu, hein? C'est cool. Puis, qui était votre maquilleur? Attitré? Ça a été Jordan. Jordan, come on down. Yeah. My sandpires, my ancient desert wanderers, dude. You guys killed it. Awesome. You guys were great all week long. It was like working with a bunch of friends with you guys, and the fact that you guys had this idea figured out before I even came into the game at all, and you had your wardrobe figured out and everything. And from head to toe, you have a full character here, and you guys did it all yourselves. Like, I only had to show you very small amounts of things, and you guys wanted to instantly jump in and just take control of it, and it's awesome. You guys did an amazing job from head to toe, from all of the fingernails. You want to hold your hands up here? Show them how sharp all those are. And your backstory for it was cool. Just wandering the desert, looking for his next drink. So he looks pretty ancient, guys. You guys should be really proud of this. Mm-hmm. Excellent job. Yeah. Prue avait quelque chose à dire là-dessus. Prue, do you want to talk about it? Oh, yeah. She asked, can I talk about it? Yes. I love this one. Yeah, this is another group of kids that just really made me feel welcome. They were not afraid to just step out of their shell, even just to have conversation that had nothing to do with the makeup. But they seriously
did an amazing job on this. Like Jordan said, they had done all of this themselves. They wanted the criticism as well. And, you know, they weren't afraid to say no. If we threw an idea out there and they didn't like it, they told us that. And, you know, they were right. Like, one of the things was, oh, vampire blood. Let's add blood. And they were like, I don't think so. You know, he's ancient. He's been in the desert for ever. And it worked so well with the costume just not to have blood. They really pulled this together. And I don't know if you guys are paying attention to these feet that they sculpted, but I think that is so cool because literally every inch of his body is covered. And you guys really did awesome. You should be proud. Yeah. Nous sommes en 2550 avant Jésus-Christ, Égypte ancienne. En ces temps-là, la construction des pyramides de Gizeh arrivait à terme et le territoire était dirigé depuis des générations par la même famille royale. Actuellement, un très respecté et aimé pharaon procurait à son peuple une qualité de vie des plus convenables, mais accordait le mérite à leur très vénéré créateur, Ra, le dieu soleil. En effet, l'Égypte tout entière glorifiait à l'époque ce grand personnage. Ils lui devaient tous leur existence après tout. Cependant, il y a une dizaine d'années, une jeune femme issue de bonne famille nommée Ramla fut frappée d'une vision. Cela se passa pendant un de ses rêves où une étrange silhouette aux énormes ailes noires, aux dents pointues et aux grandes oreilles lui révéla qu'elle entrevoyait un grand destin pour elle. Elle se présenta comme étant Vespertiliennes, le dieu chauve-souris, et lui expliqua qu'il avait un cadeau à offrir à tous les Égyptiens, l'immortalité. On représentait souvent Ra et Vespertiliennes comme étant rivaux, et ce dernier ne voulait qu'une chose, prendre la place de Ra dans les prières des Égyptiens. Pour y parvenir, il proclama la jeune femme prophétesse. Ramla devait donc dès à présent répandre la divine parole du dieu chauve-souris et trouver des disciples à qui elle promettait l'immortalité. Donc, pendant 10 ans, Ramla se tapissait dans l'ombre et, à l'insu des prêtres de Ra, s'entourait de fidèles adeptes. Au fil du temps, la jeune femme était maintenant à la tête d'une discrète mais grande secte et convoquait régulièrement ses fidèles pour des cérémonies religieuses. Lors de ces dernières, Ramla transmettait le message du dieu chauve-souris, à savoir que pour avoir accès à l'immortalité, il fallait d'abord mourir. Ensuite, grâce aux prières des disciples, Vespertiliennes ranimait le défunt et l'honorait d'un nouveau corps à l'image du sien. Un jour, alors que Ramla se préparait dans ses appartements pour une célébration, elle terminait de s'habiller quand tout à coup, au moment d'attacher son collier, une insoutenable douleur se répandit dans son cou. Elle n'eut pas le temps de comprendre que son nouveau collier de métal avait mal été assemblé, de sorte qu'une tige d'argent pointue s'était plantée dans sa gorge. Prise de panique, elle se trouva incapable de détacher le serré collier, tomba lourdement au sol et, pendant les heures qui suivirent, se vida de son sang en mourant lentement. Son corps fut finalement trouvé au soir par ses disciples, inquiets de son retard pour la cérémonie. Une fois la stupeur passée, ils réalisèrent qu'il était temps de vérifier la véracité des paroles de leur défunte prêtresse. Ils accomplirent un strict rite funéraire, puis attendirent le miracle. Tous les disciples priaient depuis maintenant 1 heure quand tout à coup, le cadavre s'anima. En l'espace d'1 seconde, Ramla se leva et fixa de ses yeux rouges ses adorateurs qui n'avaient jusque-là pas encore compris qu'ils étaient devenus ses nouvelles proies. Après tout, elle avait si soif et il fallait bien remplacer tout le sang qu'elle avait perdu.
accueillons sur scène l'équipe composée de Angélique Denis, Maëva Bernier, Gabrielle Tremblay, Mérédith Plamondon, Abby Labrec et, portant le maquillage, Sarah Boisclair. Hey, hello. Bonjour. Bonjour. Peux-tu me parler un peu de votre semaine? OK. Merci. Merci beaucoup. Écoutez, on a tellement travaillé, là. On a eu de nombreuses prothèses, accessoires et choses à faire. On a juste tellement été débordés. Oui. Donc, OK. Ouais, c'est- OK. j'attends les questions, là. OK, d'accord. Je retiens que vous avez été débordé. Donc, qui a fait quoi? D'accord. En premier, c'est important de souligner, Maëva Bernier a fait cette magnifique colonne vertébrale. Ah oui. Il faut bien le montrer, quand même, oui. Beaucoup de détails et d'heures, même si on le voit pas. Oui. Très bon. Oui. Honnêtement, c'est aussi tout répercuté sur les oreilles. Les oreilles ici, il a fallu faire en double, symétriquement parlant, par Abby ici. Encore une fois, une paint job incroyable. Le visage, une pièce énorme qui fait, en fait, tout le visage, faite par Mérédith et Gab. Et finalement, les magnifiques ailes, comme vous pouvez les voir, faites en plusieurs heures par moi, et surtout peinturées par Maëva, qui est faite vraiment, là, elle a mis son grain de sel partout, ça paraît. C'est à elle que gérer la cohésion, là. Je pense que sans elle, on aurait eu tout un autre spectacle à donner ce soir. Yes. Good. Et votre coach était? Alana, oui. Yes. Bravo. I will start by saying I have taught hundreds of students around the world, and there is not one person like any one of you. Like, you are all individually very talented, beautiful, driven women. I'm excited for your futures wherever they may take you. I think you should all be artists, because this is truly a work of art, and I am so proud of you guys for being a team and finding faith in one another. And I truly feel like you are just pulling this look together. Like, girl, give us another little something. Like, love it. I'm so proud of you guys. And yeah, again, trust the process. The whole time, Angelique, oh my God. But you know what? That's the kind of attitude that will make you anything you want to be. If you push yourself, and I know all of my teams will tell you, I push them probably to the edge, but that's because I want you to see when you push yourself, you could be something you couldn't even imagine. Like, look at how beautiful she is, stunning. So please, you know, I hope you would take this gusto and, you know, continue it throughout whatever it is that you guys decide to do, and you know, bottle that enthusiasm up, and I hope you put it into whatever your dreams are. Thank you. I know you're so cold. I'm like, I just want to put my hair over you. Yes, beautiful work, guys. Thank you. Je vais demander à Eric de commenter. Eric, would you please? Yeah, I would be honored to talk about this. It's so beautiful, girls. You should be extremely proud, obviously. One thing I really love about this is that I see Alana in this. Like, I see her style and some of her artistic just vision in there, as well as your vision. But I love that actually about all of the characters is like, if you stood all of them next to each other, I think we could all pick out who were the coaches of all of them, because our styles are kind of embedded in there, and I love that. But truly, like, this is a collaboration between all of you and Alana, and it came out so beautifully. I think it's a stunning character, like, from head to toe. There's something to look at. The fact that you, like, took the Egyptian, you know, jewelry and all the gold and stuff, and you, like, put it way over the top, I think is extremely successful. I love the way the ears came out, the hieroglyphics on the forehead, like, everything about it. There's so many cool details, and I just think it's wildly successful, and stunning. So, wonderful job. Thank you.
j'aimerais inviter sur scène tous les élèves avec leur maquillage et je veux une grande main d'applaudissements pour leur extraordinaire création. You deserve every word. Oh, thank you. It was an homage. Yeah. So moving. Okay. Scoot. Donc, sur quoi on s'est basé, OK, pour trouver les gagnants? Bien, les critères, c'était le travail d'équipe, la cohésion entre le concept perso et le concept final. Tu sais, mettons, tu commences avec un concept, mais que finalement, le concept final ne ressemble pas du tout à ton concept de départ, ou on a un problème. La créativité, l'attitude et la qualité finale du produit. Donc, vous allez voir, vous allez comprendre. Vous allez comprendre que les maquillages qu'on a choisis, c'était pas mal toutes ces choses-là. Et on a une première... Tu sais, quand on est à la 10e édition, il fallait bien qu'il se passe de quoi, une première, puis tout ça. On a une première, mes amis, pour Face Off. On a un ex aequo. Ouais. Oui, ex aequo. Ça veut dire tie, un tie, OK? Yeah. Ex aequo. À la 3e position, on a un ex aequo. Alors, le premier ex aequo, c'est l'équipe du Cowboy Zombie de Eric. Et le deuxième ex aequo avec eux autres en 3e position, c'est le vampire de Jordan ici. La 2e position de Face Off 2024, c'est le maquillage de Possession de Eric Léaréaume. Et la première position de Face Off édition 10 et qui se mérite une bourse de 1 000 $. C'est l'équipe du Vampire d'Alana, les filles. Good job, team. Good job. You guys did awesome. You should be very proud of everything. Yeah. So proud. I'm glad you guys enjoyed it. You guys did great. You should be super proud where you placed that. Yeah. Excellent job. Yes, Eric? I don't know when I'm interrupting you in a bad time. No, that's 'cause okay. You're That's not okay. speaking in my language. Yep. I just have to say again, I've been doing this for a few years, and this is truly, and I don't. If you're out there, if you've done this in the past, if you're like an ex-student, I'm sorry. This is truly the most stunning year, like across the board. Like, please give them a huge round of applause. Like. Everybody, literally, everyone did something that. J'aimerais que les 3 équipes gagnantes s'avancent ici en avant, s'il vous plaît. Pouvez-vous, les équipes gagnantes, en avant? I'm proud of you. S'il vous plaît. I just realized that. Yes, sir. Whoa. Donc voilà les 4 maquillages gagnants de Face Off, édition 10. Wow. Did you know she passed away? Eh bien, chers amis, je vous remercie pour les 10 dernières années. Ça a été extraordinaire. Merci énormément à mes collègues qui embarquent dans mes folies. Merci beaucoup. Ça a été 10 merveilleuses années.
Et voilà, merci énormément. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Awesome job.